On a souvent interprété, pas seulement d'ailleurs à propos des musulmans, mais à propos de tous les Français, le fait d'être contre ou pour le terrorisme, d'être désolé de cette situation, on va dire, terroriste, de violence, parce que le terrorisme est une violence, selon le fait d'être pour ou contre Charlie. Et on a binarisé le débat, on a dichotomisé le débat, on a manichéisé le débat quelque part. Et ce que nous avons voulu montrer, à travers effectivement une population que nous avons enquêtée de musulmans qui se disaient musulmans, de Français qui se disaient musulmans, on n'a pas islamisé abusivement des gens, mais aussi de certains de mes collègues, à travers de Français non musulmans, qu'en fait on pouvait s'associer à ce qu'on appelle cette communauté de deuil national par rapport à des victimes, les victimes de Charlie, les victimes de l'attentat du Bataclan, les victimes de Nice, sans devoir forcément se positionner sur des slogans, des mots d'ordre qui étaient d'une certaine manière imposés. Et il ne s'agit pas pour nous d'avoir un point de vue, je dirais, moral, politique, jugeant l'attitude et le comportement des Français, et en l'occurrence ici des Français de confession musulmane, mais de voir comment ils agissent. C'est-à-dire qu'on a enlevé un peu tous ces préjugés, présupposés d'être pour ou contre Charlie, pour voir, pour souligner, pour analyser, d'abord pour observer, puis ensuite pour analyser comment ils se positionnaient concrètement par rapport à ce contexte terroriste et à cette vague de violence. Et cela supposait que l'on dépasse les débats normatifs, clivants, du est-ce que les musulmans se taisent, est-ce que les musulmans approuvent, est-ce que vous êtes pour ou contre le terrorisme. J'ai envie de dire que c'est des questions banales, évidentes, mais pas si évidentes que ça finalement, puisqu'on a répondu. Alors, notre but, notre ouvrage, notre enquête n'est pas normative. On ne part pas d'une idée reçue et ce n'est pas non plus un essai philosophique qui veut défendre une idée. On est parti du constat que beaucoup d'acteurs de la société française avaient développé cette idée que les musulmans étaient restés silencieux face au terrorisme. Et on avait été un peu surpris à travers non pas nos premières enquêtes, mais nos premières impressions, de voir au contraire des musulmans qui réagissaient au terrorisme, se mobiliser, organiser des prières dans les mosquées, ou même des prières privées, en tant que père de famille, mère de famille, en tant que Français, horrifiés par le terrorisme. Et donc on a voulu aller plus loin. Est-ce qu'il y avait vraiment un silence musulman face au terrorisme? Est-ce que les musulmans étaient véritablement absents de ces mouvements de commémoration, de ces mouvements de deuil, voire est-ce que même les musulmans boycottaient ces mouvements? On a voulu comprendre. Et c'est vrai que, je ne vais peut-être pas le dire tout de suite, mais les résultats de notre enquête montrent très vite que cette thèse du silence, de cet immobilisme, de cette inaction, de cette non-réaction des musulmans face au terrorisme ne tient pas en fait. Sur la question de l'injonction, pour comprendre cette injonction, il faut la replacer sur de l'histoire longue, et pas seulement sur l'histoire courte, c'est-à-dire le contexte terroriste. C'est une injonction qui est révélatrice d'un paradoxe français, qui est à la fois de souhaiter que les musulmans soient invisibles en tant que tels musulmans dans l'espace public, et en même temps sans cesse de souhaiter qu'ils le soient aussi. Sois musulman, mais ne te montre pas. Donc on est un peu dans une injonction qui manie à la fois la nécessité d'une visibilité communautaire et en même temps une injonction qui consiste à déplorer, ou du moins plus qu'une injonction, un constat récurrent qui consiste à déplorer qu'il soit trop visible. Donc déjà on s'aperçoit qu'on demande aux musulmans finalement d'être visibles en tant que musulmans, alors que les musulmans ne le réclament pas. Les musulmans, lorsqu'ils s'associent à un deuil, lorsqu'ils s'associent à une commémoration, lorsqu'ils participent à une manifestation, lorsqu'ils prennent part à une marche dite républicaine, ils le font d'abord en tant que citoyens, avec certes pour certains la foi, parce qu'on peut être un citoyen, ils peuvent être aussi animés par des valeurs de justice sociale, de condamnation de la violence par leurs valeurs citoyennes et par leurs valeurs religieuses, c'est-à-dire que avant même d'étudier les mobilisations des musulmans, qui ne sont pas unis d'ailleurs, il n'y a pas une mobilisation musulmane. Je dirais chaque musulman français se mobilise à sa façon et avec ses moyens. Déjà, nous sommes partis de cette idée, mais comment expliquer cette thèse du silence? Et souvent, quand un journaliste me disait mais non, mais c'est vrai, il n'y avait pas de musulmans dans la marche pour Charlie, il n'y avait pas de musulmans dans les manifestations à Marseille, il n'y avait pas de musulmans dans les manifestations à Bordeaux, à Strasbourg, je lui posais la question de bon sens, qui n'est même pas une question de sociologue, mais je dirais de citoyen, mais pas seulement de citoyen, de bon sens. Mais comment vous repérez-vous déjà les musulmans dans une manifestation? Alors
Alors je dis, il y a un nez musulman, il y a une bouche musulmane, il y a une couleur musulmane. Elle me dit, oui, il n'y avait pas beaucoup de voiles. Ah, je dis, ah oui, parce que ça voudrait dire que la question de la présence musulmane se limite à la question du voile. Oui, mais il n'y avait pas non plus de garçons très barbus. Ah, parce que, ou du moins pas des barbus musulmans. Vous voyez? Donc déjà, cette thèse de l'invisibilité musulmane et du silence est révélatrice d'un rapport problématique, paradoxal, voire même, on peut dire, contradictoire, au fait qu'on souhaite une visibilité musulmane, mais pour finalement souligner un creux qui n'était pas là. Or, cette thèse de l'invisibilité, elle est non seulement contradictoire, mais en plus, elle repose sur des éléments extrêmement fragiles. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un musulman qui va dans une manif? Est-ce qu'il y va avec une barbe, un voile? Est-ce qu'il y va avec un Coran? Est-ce qu'il y va en tant que musulman? Est-ce qu'il y va en tant que citoyen? Est-ce qu'il y va avec tous ces éléments de son identité personnelle? Et cette complexité-là, on l'a gommée au profit d'un débat. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas visibles, il faudrait qu'ils condamnent. Alors qu'en même temps qu'on disait il faudrait qu'ils condamnent, il ne cessait d'être publié des communiqués, des conférences de presse d'acteurs musulmans institutionnels ou non pour condamner le terrorisme. Notre but, ce n'était pas de dire ah, les pauvres musulmans, on dit encore du mal d'eux, ils y étaient, mais on a dit qu'ils n'y étaient pas. Non, nous, on a voulu vérifier, tout simplement. Est-ce qu'il y a vraiment eu un retrait des musulmans, voire un boycott musulman à l'égard des mouvements de commémoration, de deuil? Et d'ailleurs, admettons qu'il y ait eu un retrait ou une non-présence des musulmans dans ces manifestations de commémoration et de deuil, il aurait fallu quand même l'expliquer. Mais je dirais qu'on n'a pas forcément eu à l'expliquer, ce silence, cette absence musulmane, parce que nous avons au contraire eu énormément d'éléments d'observation sociologique qui ont montré que les musulmans étaient tout aussi présents que n'importe quel type d'association spirituelle, religieuse et philosophique, voire des musulmans à titre individuel, dans ces mouvements. Alors certes, les musulmans avaient parfois des initiatives entre guillemets particularistes, exemple, faire une prière pour la République ou pour la paix en France dans une mosquée, mais ils avaient aussi, en titre citoyen ou à titre d'association musulmane, ou les deux à la fois, des participations à des initiatives communes et collectives qui n'étaient pas spécifiquement dans le champ musulman. Donc, pour répondre maintenant à votre question, est-ce qu'il n'y a pas eu de deuil national? J'ai envie de dire, peut-être qu'il n'y a pas eu de deuil national, mais en tout cas, les musulmans, eux, ont moins revendiqué la volonté de s'identifier à une communauté de deuil qui s'appellerait musulmane qu'à la communauté de deuil national. C'est-à-dire que chez beaucoup de musulmans de France, par les affichages sur Facebook du drapeau français, par les propos, par les déclarations, par leur discussion avec leurs voisins, il y avait une volonté de partager la même sidération face au terrorisme, la même peine face aux victimes et la même condamnation des horreurs et de la violence. Et c'est ça qui nous a intéressés, c'est de rendre compte de cette diversité des attitudes, des comportements, des actions, des réactions musulmanes face au terrorisme, qui effectivement, finalement, comme je l'ai pu l'écrire, comme nous avons pu l'écrire dans ce livre avec mes co-auteurs, sont assez banales. Finalement, les musulmans sont, avant d'être des croyants, sont aussi des êtres vivants qui, quand ils voient des innocents tués par des criminels dans ces attentats, réagissent avec leur triple, avec leur sensibilité. Donc ils réagissent d'abord en tant qu'êtres sensibles, puis aussi, bien sûr, certains d'entre eux avec aussi leurs valeurs religieuses. Et là aussi, c'est assez rigolo parce qu'on a souvent dit c'est au nom de leur islam qu'ils ne condamnent pas le terrorisme. Or, souvent, ce qu'on voit, c'est que les croyants pratiquants, c'est-à-dire les gens qui, en plus de leur affichage musulman, sont plutôt aussi dans une démarche active sur le plan spirituel et le plan de la pratique, c'est peut-être ceux qui ont le plus encore condamné. Parce que pour eux, c'était non seulement le terrorisme était une injure à leur citoyenneté, mais c'était aussi une injure à leur croyance musulmane. Ces gens-là qui tuent des innocents, en plus se réclament de notre religion, et nous, on va leur montrer que nos valeurs, notre principe, notre foi musulmane, va à l'encontre de cette justification religieuse de la mort d'innocents. Donc on a même... C'était pas notre but, hein, je tiens à dire qu'on n'avait pas un but a priori dans cette étude. Mais on en arrive à la conclusion que c'est souvent plus les milieux croyants et pratiquants, parce qu'ils sont dans des milieux plus socialisés, plus engagés dans l'espace public, qui ont été souvent les plus réactifs à la question du terrorisme et qui ont été les plus dans cette demande d'association au deuil national, puisqu'on a même vu des croyants, alors qu'ils n'avaient pas forcément fait, ils étaient français, ils se sentaient français bien sûr, mais aller sortir le drapeau français, chanter la Marseillaise sur les lieux des attentats, voire même devant ou à l'intérieur des mosquées,
pour montrer leur volonté d'être inclus dans ce deuil, dans cette communauté de deuil national. Là, il faut aussi, c'est vrai que nous sommes partis de cette injonction pour essayer de dénouer l'énigme. Y a-t-il ou non un silence musulman? Y a-t-il ou non un immobilisme musulman face au terrorisme? Mais il faut aussi relativiser cette injonction et puis relativiser l'évolution aussi. Tout le monde n'était pas dans l'injonction. Il y a des gens qui ont tout à fait admis qu'il y avait des musulmans qui condamnaient, qu'il y a des gens qui l'ont dit. Il y a eu quelques reportages d'ailleurs à la télévision, notamment plutôt sur la télévision régionale, pour montrer des musulmans qui se mobilisaient. Puis il y a aussi une évolution. C'est-à-dire que le fait que des musulmans agissent dans l'espace public, condamnent les attentats, organisent des mobilisations avec des chrétiens, des juifs, des laïcs, des agnostiques, pour discuter justement de ce rapport entre foi, violence, religion et violence. Ça a quand même aussi produit des effets de déplacement aussi, un peu d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes, je vous donne des exemples très concrets, parce qu'il faut quand même qu'on soit concret pour vos auditeurs. Des journalistes qui étaient persuadés, mais non, il n'y avait pas de musulmans dans les manifs, j'en ai pas vu, c'est pas vrai. Quand on a commencé à publier des résultats, et que les musulmans eux-mêmes ont commencé à se mobiliser, et qu'on a donné cette preuve de mobilisation, et puis que eux-mêmes, ces journalistes les plus sérieux faisant leur travail, ont dit, ah mais finalement oui c'est vrai qu'il y a eu des choses, c'est vrai qu'on était resté cette idée qu'il n'y avait pas de voile ou de Coran dans les manifs, ce qu'on appelait les marches républicaines, mais finalement quand on regarde bien, il y avait des musulmans ordinaires qui n'avaient pas besoin de crier à l'Akbar dans les manifs pour être présents. Toutes ces actions musulmanes, ces mobilisations musulmanes, ou ces micro-mobilisations, ou même ces mobilisations dans l'espace privé, ces musulmans de France qui discutent avec leurs voisins sur la violence ou le terrorisme, je pense qu'il est trop tôt pour porter un regard, un jugement définitif. Je crois qu'il y a une chose qui a changé, et ça c'est peut-être le sociologue qui travaille depuis plusieurs années, c'est que beaucoup d'acteurs français engagés dans les associations musulmanes, on va dire, je ne veux pas dire l'islamosphère, c'est un affreux mot et on ne va pas l'employer, mais les musulmans engagés, c'est-à-dire les citoyens français de religion musulmane qui sont en plus engagés, c'est-à-dire qui revendiquent à la fois leur citoyenneté, mais aussi leur foi musulmane, comme on peut la revendiquer entre catholiques engagés, on parlait bien de catholiques de gauche dans un certain nombre d'années. Je crois que les gens ont appris à vivre avec cette adversité. C'est-à-dire que une initiative comme Nous sommes unis, dans laquelle effectivement il y a eu un certain nombre de musulmans engagés qui ont signé ce texte, avec des agnostiques, des juifs, des chrétiens, des personnalités de tous bords, ont malheureusement, non, je ne veux pas faire de jugement de valeur, mais on s'habitue maintenant à ce genre de campagne. Ils font une action pour dire qu'ils sont tristes du terrorisme et qu'ils condamnent le terrorisme, et c'est eux qui se retrouvent condamnés comme presque complices des terroristes. Mais je crois que il y a une maturation, ou ce que je puis dire, beaucoup d'acteurs musulmans savent maintenant composent avec ça. C'est pas qu'ils composent, ils regrettent bien sûr qu'ils soient stigmatisés. On condamne le terrorisme et ça aboutit encore plus à nous faire condamner. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a de quoi de perdre son latin ou son Coran, hein, il y a de quoi perdre son arabe ou dire mais finalement à quoi ça sert que j'agisse, puisque non seulement je condamne le terrorisme, mais après je me trouve moi-même condamné parce qu'on me reproche d'être un intégriste, d'un islamiste. Mais moi, ce que j'ai observé sur 20 ans, c'est ce que je veux vous dire, c'est que je crois qu'on s'habitue à cette stigmatisation publique. Et quand on s'habitue, ça ne veut pas dire que les gens sont fatalistes, c'est que finalement, ça ne nous empêche plus d'agir. Voilà. C'est vrai que dans les premières années, il y avait des coups très forts, où on stigmatisait un certain nombre de musulmans français pour leur engagement public. Ils avaient beau tout dire, tout faire, ils étaient toujours montrés du doigt, parce que suspectés d'avoir un agenda islamique caché. Aujourd'hui, nombre d'acteurs musulmans, je ne dis pas qu'ils se satisfont de cette situation, non. Je ne dis pas non plus qu'ils ne prennent pas des coups, non. Je ne dis pas non plus que ça ne leur porte pas tort, non. Mais en même temps, ils savent qu'ils doivent composer avec cette donnée de suspicion. Et ils savent que de toute façon, le pire, ça serait de ne plus agir. Vous voyez ? Et ça, je crois que c'est quand même un des acquis de ce qu'on pourra appeler l'expérience des aînés, et pas seulement dans le milieu musulman, mais ça aussi, je dis souvent, beaucoup d'associations musulmanes, on l'oublie, sont aussi les héritières des grands mouvements collectifs de ce qu'on appelait les marches pour l'égalité des années 80, 83, 84, 85, et les gens ont appris avec ça. Regardez en 83, 84, 85. Il y avait des jeunes Français habitant les quartiers populaires de toute origine, beaucoup d'origine maghrébine, mais aussi portugaises, espagnoles, bretonnes, normandes, qui se sont mobilisés
pour réclamer, revendiquer les valeurs de la citoyenneté et cette citoyenneté française. Alors on les a parfois bien accueillis, c'est vrai, mais au bout du compte, ils se sont fait récupérer, montrer du doigt, et même on a fini par accuser certains d'être communautaristes parce qu'ils voulaient créer des mouvements autonomes de banlieue. Bon, finalement, ces acteurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à agir, ils ont continué à se battre. Alors c'est vrai qu'ils ont pris des coups, ils ont pris des fichages aux renseignements généraux, ils ont pris des formes de sanctions professionnelles, certains ont sacrifié leur réussite professionnelle pour leur militantisme. Et là, je dirais que beaucoup d'acteurs, de jeunes acteurs français engagés aussi dans les associations musulmanes, quelque part, ont capitalisé cette expérience, y compris cette expérience de coup, cette expérience de stigmatisation. Et ils l'ont capitalisé dans le sens que ça ne les arrête plus pour acheter. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est une épreuve, d'être dénoncé publiquement, de voir son nom traité de communautariste en première page du Monde et de Libération, de voir des campagnes vous traitant d'islamiste alors qu'au même moment vous publiez une tribune contre le djihadisme et le terrorisme. C'est dur, émotionnellement, c'est dur, je dirais, pour votre dignité, c'est dur pour celle de votre famille, vis-à-vis de vos amis. Si vous êtes un jeune étudiant musulman, c'est dur vis-à-vis du regard de l'autre, de vos profs, qui vous voient être traité de communautariste, qui peut croire parfois que vous l'êtes vraiment. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a une maturation, en ce sens que plus les gens prennent des coups, plus ils ont tendance aussi à dire on ne s'arrête pas, on continue, après tout c'est notre pays. On nous traite de communautaristes, on nous associe parfois aux djihadistes, alors au contraire, on est mobilisé contre le terrorisme et le djihadisme, et je crois qu'à ce niveau-là, on n'est plus dans une génération fragile. Je ne dis pas que ceux d'avant étaient fragiles, je dis que c'était les premiers à essuyer les coups. Aujourd'hui, ceux qui naissent dans le mouvement associatif, les bébés militants, si je puis dire, savent déjà qu'ils vont prendre des coups avant même de marcher ou de parler. C'est une image, bien sûr. Et ça, c'est un acquis, parce que les anciens militants l'ont transmis, c'est-à-dire la persévérance, l'apprentissage de la stigmatisation publique. Ils le savent. Certains l'ont découvert. Bien sûr, c'est toujours dur à vivre au moment où vous êtes stigmatisé. Et c'est d'autant plus dur à vivre. Imaginez pour un jeune étudiant français de religion musulmane qui signe un appel « Nous sommes unis » et qui, pour condamner le terrorisme, et qui se retrouve ensuite traité dès le lendemain, dans la minute qui suit, de communautariste, voire de complice de Daesh. C'est dur, mais être sincère avec vous, en tant que sociologue, en tant que citoyen, en tant que vieux routier, des observations que j'ai pu faire à partir de ma petite personne, il est clair que la stigmatisation anti-musulmane n'est pas punie autant que d'autres formes de stigmatisation. Je vous mentirais si je vous disais ça. On peut aujourd'hui traiter un chercheur, moi qui ne suis pas spécialement musulman, d'être un pro-islamiste, dire qu'il n'écrit que des écrits pro-islamistes alors qu'il a écrit une dizaine d'ouvrages scientifiques. Ceux qui vont dire ça ne seront jamais condamnés. On est d'accord. Hein, alors qu'il serait condamné s'il touchait d'autres personnes et qu'il les accusait d'autres injures. Bon. Donc il est vrai qu'on est dans un état de la société française sans avoir forcément une vision victimaire et misérabilisme, dans laquelle on peut taper facilement sur les musulmans, dans laquelle on peut taper encore plus facilement sur ceux qui seront supposés allier les musulmans. Vous voyez, maintenant la nouvelle théorie, c'est même plus les dangereux islamistes, c'est les dangereux intellectuels de gauche non musulmans qui soutiennent des islamistes. On est passé carrément à une nouvelle étape, parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est certains intellectuels, partout heureusement, certains médias ou certains politiques, on va appeler ça des leaders d'opinion, ont commencé par taper sur les musulmans engagés, les figures musulmanes médiatiques, et finalement ça n'a pas empêché, c'est ça qui est important, il faut retenir aussi positivement, des intellectuels, des journalistes, des personnalités, de dire qu'on a ras-le-bol de cette islamophobie. Et donc, le fait qu'aujourd'hui on s'attaque à des non-musulmans pour attaquer aussi les musulmans, c'est aussi le signe qu'il y a quand même eu un progrès. C'est qu'aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus d'intellectuels, de journalistes, qui pensaient qu'un journaliste ou qu'un ancien secrétaire général de l'Élysée ou qu'un homme politique ou qu'une femme politique puisse dire aujourd'hui l'islamophobie en a ras. Je peux vous témoigner de mon expérience, c'est pas parce que c'est mon expérience en tant que Vincent Gesser, c'est mon expérience à partir d'éléments très concrets. J'écris un livre sur l'islamophobie, je déclenche une polémique énorme où je suis accusé d'avoir un agenda caché, que probablement j'ai été payé par
par Arabie Saoudite, et encore ça c'est gentil. J'étais sur un plateau d'un certain journaliste qui s'appelle Calvi, qui m'avait demandé si j'étais pas musulman, carrément. Tout juste, il m'avait pas demandé de me déshabiller pour voir si j'étais circoncis ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me rappelle une certaine époque, ça. Bon, c'était un C dans l'air, à 18h, on me pose la question, mais vous n'êtes pas musulman pour parler comme ça? Alors je faisais une analyse qui était celle de n'importe quel sociologue. À l'époque, j'avais 10 ans de moins, qui venait d'écrire un livre. Et... Donc, pour parler de cette expérience, moi je vous dirais, oui, j'ai vu des gens se crisper de plus en plus, j'ai vu des gens, une suspicion de plus en plus monter. À ma grande surprise, de plus en plus des gens qui étaient plutôt, je dirais, un peu méfiants, tendus sur ces questions de religion, d'islam, etc., aussi s'ouvrir. Vous voyez? Je pense que le cercle des leaders d'opinion qui aujourd'hui ne tombent plus dans le piège, disons-le, qu'on aime ce mot ou pas, de l'islamophobie, ou du moins de la stigmatisation des musulmans, si on veut utiliser ou des supposés musulmans, parce que c'est ça qui est important dans l'islamophobie. C'est pas seulement la stigmatisation des musulmans, c'est l'islamisation abusive de l'autre aussi. Quand on veut créer un méchant, on le fait musulman avant de le condamner. Bon. Dans ce processus-là, j'ai vu aussi entre guillemets, des nouveaux alliés, inattendus. Pourtant, des gens qui n'étaient pas, alors qu'ils n'étaient pas musulmans eux-mêmes, ça je veux dire avec une pointe d'humour, mais ils étaient aussi des gens qui ont pris conscience que ça allait trop fort, que ça tapait trop fort. Par exemple, je vais vous donner un exemple encore plus concret. Vous aviez beaucoup, dans les années 2000, précisément des Français qui étaient issus de familles musulmanes, mais qui étaient en rupture sur la question religieuse. Mais ils avaient tendance à avoir aussi un discours très dur sur les musulmans engagés, en disant en gros, moi je ronds, c'est des obscurantistes, ceux qui restent dans l'islam, c'est des intégristes. Aujourd'hui, cette catégorie de personnes, c'est tellement aperçu que d'une part, on continue à taper sur les musulmans pour tout et pour rien, et que même parfois, alors qu'ils n'étaient plus forcément musulmans, on les accusait d'être des méchants communautaristes déguisés, qu'ils ont fini par dire « ras-le-bol l'islamophobie ». Vous prenez un cas, hier, le 17 octobre, date symbolique, j'étais à la commémoration du 5e anniversaire du décès de Mouloud Aounit. Mouloud Aounit, élevé dans la banlieue rouge, élevé, je dirais, plutôt au biberon du Parti communiste, au sens positif, je dis ça bien sûr, et qui, je ne sais pas, je n'étais pas forcément dans l'intimité de son cœur et de son esprit, il n'était pas forcément musulman, et qui faisait partie justement de ce qu'on appelait un peu ces beurs intégrés, qu'on opposait souvent aux méchants islamistes intégristes. Le beurre intégré, l'islamiste intégriste, ou le beurre intégriste. Mouloud Aounit, à un moment donné, a pris conscience que même si lui n'était pas forcément membre d'une communauté musulmane locale ou nationale et qui n'allait pas prier à la mosquée, que cette stigmatisation permanente, que ce rouleau compresseur de la stigmatisation était un vrai problème social et était une forme de discrimination systémique, systématique. Et que lui-même, et ça, c'est des Mouloud Aounit, il y en a eu des tas. Ça, moi, je l'ai vu. Hein. C'est-à-dire que dans les années 90-2000, il était facile de faire dire à quelqu'un issu d'une famille musulmane qui n'était plus lui-même musulman tout le mal qu'on pensait les musulmans. Mais à partir des années 2000, non pas que les gens soient convertis forcément à l'islam, qu'ils soient revenus à l'islam, mais parce qu'un certain nombre de personnes, de familles musulmanes, ont commencé à dire, mais là, ils commencent à insulter ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, ils commencent à insulter un citoyen français qui n'a que comme défaut de se dire musulman publiquement, et les gens ont pris conscience. Vous savez, ça a quand même la récurrence, le côté matraque de l'islamophobie, a aussi fait que certains nombre de gens qui étaient très sceptiques sur le mot islamophobie ou la lutte contre l'islamophobie, qui considéraient que c'était un piège, peut-être qu'on allait jouer le jeu des intégristes, des islamistes, des fondamentalistes, finalement, on finit par dire, mais attendez, il n'y a pas un jour où on n'invente pas une histoire, le repas halal, le burkini, puis demain, une fille qui va porter une jupe un peu longue, alors que les jupes longues, ça fait partie des phénomènes de mode. À force, il y a quand même des gens qui réalisent, j'ai envie de dire que la stigmatisation crée des nouveaux stigmatisateurs, c'est vrai, mais la stigmatisation crée aussi des gens qui prennent conscience que ça va trop loin. Alors quand je dis ça, c'est pas parce que je suis naïf, angélique, mais c'est que j'ai aussi vu beaucoup de gens prendre conscience, notamment chez ces Français de familles musulmanes qui n'étaient pas forcément musulmans et qui étaient dans un discours assez tendu sur la religion, qui ont finalement pris conscience qu'il fallait arrêter ce processus infernal qui visait à criminaliser des citoyens français parce qu'ils avaient une foi et qu'ils pratiquaient cette foi dans l'espace privé, dans l'espace public. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pas que je veux être naïvement optimiste, c'est que je vais vous dire quand même sociologiquement une stigmatisation aussi massive et massue
finit aussi par produire des gens qui se positionnent de l'autre côté, en disant ras-le-bol. Je ne suis pas musulman, je suis d'une famille musulmane, je ne suis pas versé dans le dîn, dans la religion, comme on dirait, mais quelque part, ça va trop loin. Et je n'accepterai pas que ça aille trop loin, d'où tous ces journalistes, hommes politiques de famille musulmane, qui ont fini par prendre la parole pour dire « ça suffit ». C'est quand même un phénomène que vous n'avez peut-être pas connu, parce que vous n'avez pas connu ce qu'ils étaient avant, mais qui a plutôt progressé, quantitativement parlant, c'est-à-dire des alliés du combat contre l'islamophobie qu'on n'attendait pas, tout simplement.